Nous avons vu dans le début de ce bloc d'algorithmique un certain nombre de concepts, un certain nombre d'outils, un certain nombre de structures de données. Et donc ce que je vous propose aujourd'hui, derrière cette séquence-là, c'est d'aborder un problème, de voir comment il va se traduire dans différents concepts, et on va essayer de réutiliser ce que l'on a vu jusqu'à présent. Donc on va essentiellement parler d'arbres, on va essentiellement parler de l'algorithme glouton, bon, ça vous verrez par la suite, et puis on va essayer de réfléchir à ce que c'est qu'un codage, et donc on va s'attaquer à un problème qui est un problème tout à fait intéressant, qui est un problème autour de l'information et de la quantité d'informations. Donc c'est à cheval sur informatique, enfin sur information, pardon, et sur algorithmique, et c'est d'essayer de travailler cette idée-là, quelle est la quantité d'informations contenue dans un texte, et donc dans un objectif ici, ça va être de compresser ce texte. Donc on est sur ce cours-là, sur vraiment des choses qui se mettent en place autour d'un même concept qui est la compression d'une séquence de symboles. Le problème de fond, c'est un problème qu'on retrouve partout en informatique, c'est un problème dans lequel on va parler d'information. Alors qu'est-ce que c'est que l'information? On va y supposer par exemple que ce sont des séquences de symboles qui ont du sens pour celui qui va écrire cette information. Donc à la base, nous avons le rédacteur, qui est ici, que l'on appellera la source si on fait du réseau, que le suivant, une fois que le rédacteur va avoir écrit quelque chose, il va l'écrire sur un support. Alors le support ici est tout à fait général. Ici j'ai pris un support de stockage, par exemple un disque. Ça peut être aussi un canal de communication, ça peut être des cartes perforées si vous préférez, mais vous avez un support de stockage qui sert à rendre l'information pérenne ou l'information transmissible. De l'autre côté, il y a quelqu'un qui va se charger de lire l'information, c'est-à-dire le lecteur ou le destinataire du message, qui va donc prendre une séquence qui a été écrite et qui va la décoder pour pouvoir l'interpréter. Donc on a vraiment quelque chose qui va se produire de cette façon-là, une phase de rédaction qui est ici, une phase de lecture qui est ici, et au milieu, le transfert des bits qui nous intéressent, ou des bits ou des symboles qui nous intéressent. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Alors, quand on va effectivement stocker de l'information, on va se poser plusieurs questions. Donc ici, on va toucher plutôt au cours réseau. Et donc, dans ce stockage d'informations, on va avoir un certain nombre de critères et on va en explorer qu'un seul aujourd'hui. Le premier critère pour la qualité d'un code, c'est-à-dire la façon dont vous allez représenter vos données de façon à ce que quelqu'un d'autre puisse la lire, c'est l'intégrité. C'est-à-dire qu'il faut que quelqu'un qui vous relise soit capable de reprendre le message tel que vous lui avez envoyé, de le comprendre tel que vous lui avez envoyé. Donc là, ça veut dire par exemple tous les algorithmes de correction, de détection d'erreurs, de tolérance aux fautes, etc. Le deuxième critère de qualité, c'est la sécurité de l'information. C'est-à-dire garantir que le rédacteur est bien authentifié, le lecteur est bien authentifié, et que personne ne peut effectivement accéder à l'information s'il n'en a pas le droit. Donc c'est tout ce qui est authentification, les algorithmes de cryptage, on en a déjà vu dans les promotions précédentes, le code de César, etc. Tout ça, c'est assurer la sécurité de l'information. Le troisième point qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est l'efficacité de la transmission. Il est clair que si vous envoyez un message et que vous le répétez 50 fois pour être sûr que de l'autre côté il est bien compris, vous ne serez peut-être pas très efficace. Peut-être qu'il faudra faire autrement. Peut-être aussi qu'il n'est pas nécessaire d'envoyer toute une liste de symboles exhaustive. Il suffit peut-être, par exemple, comme on avait avec le télégraphe Chappe, d'avoir des mots dans un dictionnaire et que vous avez un code qui correspond au mot et que la personne peut lire le mot, la personne destinataire peut lire le mot. Donc on va s'intéresser là à la transmission des données et comment on peut les compresser pour les transmettre efficacement. Donc pour nous, dans tout ce qu'on voit là, la donnée, le message, c'est une séquence finie de symboles, éventuellement structurée, mais pour nous, on va prendre juste une liste de symboles, une liste d'éléments que l'on va pouvoir modifier, enfin analyser, et puis après retranscrire éventuellement dans un autre alphabet. Je vous rappelle qu'une machine
classique, un ordinateur travaille avec des représentations qui sont basées sur deux symboles, 0 et 1, qui effectivement une structure, qui effectivement etc. Mais les symboles de base sont 0 et 1. Et quand vous écrivez un texte en français, vous écrivez avec des lettres d'un alphabet de 26 lettres plus des signes, et vous passez d'une représentation qui est avec des symboles de français, de la langue française, à des symboles qui sont des 0 et des 1. Donc on est vraiment sur quelque chose de profond, fondamental en informatique. Alors, on a fait pas mal de travaux avec des élèves et puis des étudiants en informatique débranchée, et on se donnait par exemple un exemple très simple. Vous avez à transmettre à votre voisin le message suivant, A, B, A, B, A, CA, etc. Donc ici, ce message-là. Voilà. Donc c'est une séquence de lettres. Cette séquence de lettres, j'ai envie de la transmettre à mon voisin. Et là, on donne une contrainte à nos étudiants. On leur dit, vous avez juste des jetons ou des pièces de monnaie avec deux côtés, un pile et un face. Donc vous avez un côté pile et vous avez un côté face. Donc vous avez deux symboles pour effectivement encoder ce message et le transmettre. Donc ça, c'est un exercice tout à fait intéressant à faire. Je vous laisse le faire vous-même pour vous amuser, pour voir comment est-ce que vous pourriez faire. Évidemment, vous avez une provision de jetons qui est suffisante, ou une provision de pièces qui est suffisante, et vous avez juste à passer des petites pièces qui sont des 0 et des 1 à votre voisin pour lui transmettre ce message. Alors, vu l'expérience et le recul qu'on a en informatique, tout de suite on voit qu'on a en tout 5 lettres. 5 lettres, donc on va essayer de les coder. On les code avec des piles et faces, mais c'est plus simple, on va les coder avec des 0 et des 1. Donc on prend comme symbole 0 et 1. Et puis on va essayer de regarder comment je peux coder ces lettres. Alors, comme on est très fort, effectivement, on va se dire, on va prendre un code. 5, c'est plus petit que 2 puissance 3, qui est égal à 8. Donc si je prends un code de longueur fixe de longueur 3, eh bien je vais pouvoir donner un code associé. Donc ici, je vais par exemple coder A par 000, B par 001. Donc ici, je vais remplacer A par 000, B par 001, et puis je fais ça ainsi de suite, jusqu'à obtenir le message qui est codé avec des 0 et des 1. Le destinataire, lui, il sait que vous avez codé ça, et donc il a ce tableau de correspondance, il a ça à sa disposition, donc il va être capable de retrouver votre message à partir de ce tableau de correspondance. Il regroupe les éléments par bloc de 3, et il va décoder le message. Alors, évidemment, c'est un code de longueur fixe, et puis à chaque fois, j'ai besoin de 3 bits pour coder une lettre. Alors, si je le fais, si je l'applique, voilà le code, le texte tel que je l'ai codé, donc avec des mots des codages de symboles sur 3 bits. Et puis évidemment, quand je vais transmettre que les symboles. Donc on va oublier les parenthèses, et on a une chaîne de bits ici. Toc. Et cette chaîne de bits va nous permettre de dire, voilà, le message va être codé de cette façon-là. Alors je peux regarder la longueur en nombre de bits de ce message. C'est facile, si j'ai 15 lettres dans le mot qui est donné ici, ici j'ai 15 lettres, eh bien je vais avoir 15 fois 3 bits pour coder ce mot-là. Alors on pourrait essayer de dire, tiens, c'est peut-être plus simple de faire un autre code et d'associer des mots-codes qui sont différents. Par exemple, pour la lettre A, je pourrais donner 0, pour la lettre B, je pourrais donner 1, pour la lettre C, tiens, je vais mettre 10, 11, 100, donc effectivement, j'ai des codes qui sont plus petits que les codes que j'avais avant, donc je vais compresser mon texte. Ok, malheureusement, quand vous allez faire ça, il y a un petit souci, parce qu'effectivement, le premier caractère, tiens, ça c'est bien le A. Après, vous avez un 1 suivi d'un 0. Oui, mais est-ce que c'est un B suivi d'un A, ici? Est-ce que c'est BA? Ou C? Donc en fait, dire, et je prends des mots codes de longueur quelconque,
c'est pas si simple, c'est pas si évident que ça marche. Hein, donc ici, on a un exemple qui ne fonctionne pas, c'est-à-dire que j'ai un code qui peut avoir plusieurs interprétations, c'est ce qu'on appelle un code ambigu. Donc, si maintenant je reprends ce code, je vais faire peut-être un troisième code, dans lequel je vais faire des codes de longueur variable, donc je vais avoir 0. Alors, je vais peut-être revenir un peu en arrière. Je vais avoir 0. Pardon, je vais avoir 0. Puis je vais avoir 1, 0. 1, 1, 0. 1, 1, 1, 0. 1, 0. Et ça. Alors ce code, il est assez sympa. Il est assez sympa parce que quand je vais lire, ici, je vais lire un 0. Ah, chouette, c'est un A. Puis je vais lire 1, 0, je regarde. 1, ça peut être un B, un C, un D ou un E, et je ne peux pas décider. Par contre, si c'est un 1 suivi d'un 0, ah bah oui, je peux décider. C'est un B. Là, je trouve un A à nouveau. Là, je trouve un B. Donc ce code-là n'a pas d'ambiguïté dans cette écriture-là, c'est-à-dire que je ne peux jamais me tromper. Alors ce type de code que l'on voit ici, c'est ce qu'on appelle un code préfixé, c'est-à-dire c'est un code dont aucun mot code, c'est-à-dire aucune des séquences qui est là, aucune des séquences que j'ai entourées, n'est préfixe d'une autre séquence, c'est-à-dire est le démarrage d'une autre séquence, c'est-à-dire que je peux me poser la question quand je suis en train de décoder que ça ne va pas fonctionner. Donc ce code ayant la propriété du préfixe, il est tout à fait sympathique et on va essayer de travailler sur ces codes-là parce qu'ils sont bien faciles à manipuler. Alors est-ce que ce sont les seuls codes que l'on peut déchiffrer facilement? La réponse est non. Donc je vous donne l'exemple d'un quatrième code qui est lui aussi uniquement déchiffrable et je laisse en exercice le soin de trouver une méthode pour le déchiffrer. Alors évidemment il n'est pas très compliqué, il n'est pas très compliqué à déchiffrer non plus, mais néanmoins ça pose des petites, vous pouvez vous poser des petites questions. Voilà, donc on a 4 codes, on a vu qu'il y a des codes de longueur fixe, donc lui il est OK. Le code ambigu, j'en veux pas, donc c'est pas la peine de regarder sa longueur. Si je regarde le code 3 ayant la propriété du préfixe, en gros pour transmettre une lettre, j'ai besoin de 1,9 bits en moyenne. Donc c'est tout simplement, j'ai calculé la longueur du mot codé, et j'ai divisé par la longueur, le nombre de lettres. Donc j'arrive à 1,9. Le code 4, qui est un peu différent, j'arrive à 2,1, mais celui-là... Alors celui-là, j'ai envie de dire, il a l'air plus, parce que visiblement, je transmets moins de bits que le code de longueur fixe. Donc on voit effectivement ici apparaître quelque chose d'intéressant qui est je représente une chaîne de symboles par une autre chaîne de symboles et je me pose la question comment est-ce que je peux faire cette représentation de façon efficace, c'est-à-dire compacte. Donc tout l'objectif de la compression, c'est ce qui est donné en rouge ici, c'est donc de trouver un code uniquement déchiffrable de longueur moyenne minimale. Et c'est ça la chose importante qu'on va essayer de résoudre ici. Alors, continuons un petit peu. Si maintenant je considère un alphabet de 4 lettres, alors on pourrait prendre bien sûr l'alphabet des lettres de la biologie, ACGT, les bases pour l'ADN, etc. Moi je vais les noter juste ABCD pour être plus simple, mais on sent bien qu'on va avoir des applications qui vont se tenir en biologie, donc en génétique, en biologie, en analyse du génome, qui vont effectivement se déduire de ce qu'on est en train de faire là. Donc à chaque lettre, je vais associer une proportion, PA, PB, PC, PD. Ça c'est la proportion de lettres dans mon texte. Et puis j'ai envie de trouver des codes ayant la propriété du préfixe et dont la longueur moyenne soit la plus petite possible. Alors il faut retourner un petit peu en arrière. Il faut retourner en arrière
et regardez les codes que l'on a fait ici. Quand je regarde ici, je vais avoir des codes qui sont des codes dans lesquels je vais avoir une représentation d'une chaîne de bits et je leur associe une lettre. En fait, la représentation sous-jacente, c'est ce que l'on appelle un arbre, dans lequel je vais pouvoir, un arbre binaire, dans lequel je vais pouvoir affecter des valeurs aux feuilles. Alors si je prends le code 1, vous voyez qu'il est de longueur fixe. Donc je vais avoir un code de longueur 3. Et je vais me donner la sémantique suivante. Je vais dire si je prends le fils gauche, je vais avoir un 0. Si je prends le fils droit, je vais avoir un 1. 0, 1. Donc voilà, donc j'ai un arbre. Cet arbre, j'ai étiqueté les fils gauche, fils droit par 0 et par 1. Et puis maintenant, pour retrouver mes lettres, c'est facile. Je vais mettre A sur la première feuille. Ça correspond à parcourir l'arbre de la racine jusqu'à la feuille, donc le chemin. En fait, la chaîne de bits là que je vous donne, c'est tout simplement coder le chemin qui va vers une feuille. Ici, je vais avoir B, 0, 0, 1. Ici, je vais avoir C. Ici, je vais avoir D. Et ici, je vais avoir E. Et puis là, il y a un certain nombre de feuilles, toutes celles-là, que je n'ai pas eu besoin d'utiliser. Donc, j'utilise trop de bits par rapport à mon problème. Et donc là, c'est intéressant parce que on se retrouve à dire, eh ben voilà, ce qui va, un code ayant la propriété du préfixe, eh ben c'est tout simplement un arbre binaire qui représente, dont les feuilles représentent les symboles que je cherche à coder. Alors, faisons le même travail avec le code 3. Le code 3, je pars, alors je vais le refaire en vert. Le code 3, je pars de la racine. Je peux avoir un 0. Et dans ce cas-là, j'ai le symbole A. Je peux avoir un 1, et puis suivi d'un 0, et j'ai le code de la lettre B. Un 1 suivi d'un 0. Alors que je me retrouve, code 3. Un 1, 0, ça me donne la lettre D. Ensuite un 1, donc 1, 1, 0, ça me donne D. 1, 1, 1, 0, ça me donne la lettre C. Et 1, 1, 1, 1, ça me donne la lettre E. Donc en fait, avec le code ayant la propriété du préfixe, le code 3, c'est tout simplement un autre arbre qui est construit. Voilà, donc cette idée, c'est que l'idée qui est derrière, c'est que les arbres que l'on construit, ça correspond, le chemin code le symbole. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, puisque vous allez vous baser uniquement sur des 0 et des 1, et donc vous avez le choix binaire qui va s'opérer au fur et à mesure. Alors, reprenons notre exemple. Déterminer tous les codes ayant la propriété du préfixe. Combien y en a-t-il? En fait, là, c'est une très mauvaise question que je vous pose. Parce qu'il suffit de prendre un arbre, n'importe lequel, et de dire, je vais mettre A ici, B ici, C ici, D ici. Celui-là, je peux l'enlever. Et puis, j'ai un code qui est 0, 1, 0. Donc, C est codé 0, 1, 0. B est codé 1. Et D est codé, alors 0, 1, 1, 0. D est codé 0, 1, 1, 0. Et E est codé 0, 1, 1, 1. Évidemment, ce code a la propriété du préfixe, puisque vous ne regardez que des feuilles, et sous les feuilles, il n'y a jamais d'autres sous-arbres, donc vous garantissez bien la propriété du préfixe. Vous voyez qu'en faisant ça, il suffit que je prenne un arbre, je fixe des nœuds, je dis que ce sont, du moment que je n'ai pas de sous-arbre quand je fais une feuille, je vais avoir un code ayant la propriété du préfixe. Alors combien y en a-t-il? Il y en a une infinité. C'est pour ça que ma question était
un peu perverse. C'est-à-dire que vous pouvez construire autant de codes que vous voulez ayant la propriété du préfixe. Par contre, c'est nettement moins intéressant d'avoir des feuilles qui sont tout en bas, parce que je vous rappelle qu'on cherche à optimiser notre arbre. Donc on a intérêt à avoir des feuilles qui ne soient pas tout en bas. Par exemple, on aurait pu supprimer cet arc-là et le brancher ici, et donc on aurait ainsi gagné un cran et donc des mots codes beaucoup plus petits. Peut-être qu'on aurait pu prendre, je ne sais pas, ce sous-arbre-là, le mettre là, et B le mettre ici, donc échanger, et on aurait peut-être eu encore quelque chose de plus petit. Donc en fait, on va se poser la question, voilà, je vais regarder des arbres minimaux, donc tous les nœuds ont soit deux fils, soit sont des feuilles, donc c'est ce qu'on appellera aussi des arbres complets, hein, on les a déjà vus, et je vais me poser la question, combien j'en ai, hein, dans lesquels j'ai pas de fils vides. Donc ça, c'est l'étape suivante. Je veux simplifier cet ensemble de codes, donc je vais avoir un certain nombre de formes de codes, et donc je vais avoir essentiellement la forme classique lorsque j'ai 4, qui est l'arbre équilibré. Donc 0, 0, 1. Et là, il suffit de mettre A, B, C, D dans n'importe quel ordre. Ça fera exactement la même chose, hein, c'est un code de longueur fixe. Et puis, je peux très bien me dire, ah bah tiens, je vais déséquilibrer un peu mon arbre parce que j'ai des symboles qui ne sont pas fréquents du tout. Donc je vais faire par exemple 0, 1, 0, 1, 0, 1. Et je vais placer mes lettres à l'intérieur de ce code. Hein, donc je vais les placer sur les feuilles. Alors on peut faire par exemple A, B, C, D. Alors, ça c'est donc deux formes d'arbres. On aurait pu en avoir une autre, hein, par exemple qui fait ça. On aurait pu avoir ceci. Mais si vous regardez bien, les longueurs associées au mot code sont exactement les mêmes. Hein. Vous avez deux feuilles à la profondeur 3, une feuille à la profondeur 2 et une feuille à la profondeur 1. Donc en termes de forme, vous n'avez en tout et pour tout que deux formes possibles, soit le code de longueur fixe, soit le code qui va suivre cette forme-là. Alors après, on peut se poser la question, j'ai deux formes de code, qu'est-ce que je peux avoir comme idée pour avoir le code le plus compact possible? Alors évidemment, si vous avez un mot dans lequel la lettre A est très très fréquente, 99,99% des lettres, c'est du A. Eh bien, j'ai tout intérêt à dire, ah bah tiens, le A, je vais le mettre en haut. Et je vais remplacer ici par le D. Vous pourriez après essayer de réfléchir, ah bah tiens, cette lettre, si cette lettre B a un poids qui est plus important que la lettre C, bah j'ai intérêt à la faire remonter et changer B et C. Donc on peut se poser la question, bah tiens, je vais regarder ces lettres et je vais me poser la question, hein, comment est-ce que je peux affecter mes feuilles, mes lettres, de façon à minimiser le poids. Donc si on a envie de minimiser le poids associé à ce code, hein, il suffit de ranger les lettres, les feuilles, dans l'ordre de poids décroissant, c'est-à-dire que vous remplissez par niveau croissant, hein, en prenant le plus fort poids d'abord, hein, la proportion de lettres la plus forte, le plus haut possible, et les plus faibles vont se retrouver tout en bas. Donc ici, quand on regarde cet arbre-là, on peut se poser la question, bah tiens, qu'est-ce qui se passe, hein? Est-ce qu'il y a un arbre qui va être plus intéressant que les autres? Donc si je prends par exemple le code classique de longueur fixe, donc ici, je n'ai pas besoin d'avoir mes lettres rangées. Je vais avoir ici la longueur, ça va être égal à 2, je code sur 2 bits. Et si j'ai un code qui en peigne, j'en ai mis peut-être un peu trop,
Donc je vais enlever ça. Donc ici je vais avoir, et je vais supposer que je classe mes lettres par poids croissant. Donc ici je vais avoir ça. Hein, vous voyez qu'ici la longueur moyenne, ça va être PA, le poids de A, fois 1, puisqu'il me faut un bit pour coder A, 0, plus PB fois 2, plus PC fois 3, plus P indice D fois 4. Fois 3, pardon. Donc, je me retrouve avec deux situations. Et est-ce que j'utilise l'arbre A ou l'arbre B? En fait, ça revient à regarder si cette quantité-là, alors là, ça c'est 2 fois PA plus PB. Hein, donc je vais avoir ces deux poids-là associés à ces deux arbres qui sont choisis. Et donc il va falloir juste que je... Hein, donc je vais quand même séparer bien pour qu'on voit bien la différence. Et donc on va juste avoir à regarder la différence entre ces deux quantités. Alors si vous regardez bien cette différence entre ces deux quantités, vous voyez que si PA est supérieur à PC plus PD, alors PC plus PD, c'est le poids de ce truc-là. Si PA est plus grand que ça, eh bien vous avez cet arbre-là. Cet arbre qui est indiqué là. Et si PA est plus petit que PC plus PD, hein, je rappelle que vous avez, j'ai pris mes lettres par ordre de poids décroissant. Donc, si j'ai PA qui est plus petit que PC plus PD, eh bien, dans ce cas, c'est l'arbre, le code de longueur fixe qui va être le meilleur. Sinon, c'est l'autre code qui va être le meilleur. Donc voilà, donc on a, juste sur un petit exemple de cette sorte, on a regardé comment on pouvait avoir différents arbres et on pouvait avoir différentes solutions. Alors, évidemment, on peut aller un peu plus loin. Hein, on vient de voir comment on bascule d'une forme à l'autre. Et on peut aller un peu plus loin, donc ça c'est pour les informaticiens geeks hein, qui se posent la question, combien y a-t-il de code pour k égale 5, c'est-à-dire combien je peux construire d'arbres ayant exactement 5 feuilles et qui soient complets. Hein, donc ça c'est quelque chose que vous pouvez calculer, les énumérer, les regarder, c'est un exercice que vous pouvez faire tout seul.